C'est enfin la délivrance. Après plusieurs années de calvaire, les populations de Boisflé ont leur nouveau pont. Je vous propose de voir et revoir dans ce 13h ces moments forts en images. Moment fort également du Conseil des ministres tenu hier à Yamoussoukro, décision importante, l'intégration de 300 handicapés à la fonction publique. Autre décision, la peine de mort supprimée. Enfin au Burkina, obsèques nationales pour les victimes burkinabées du crash d'Air Algérie. Bonjour, bonjour à tous. C'est en image, ça y est, c'est fait. Les populations de Boisflé ont leur pont. Peut-être en ce moment, les véhicules sont en train de passer sur ce nouveau pont qui a été inauguré ce matin par le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara qui souligne que l'ouvrage permettra d'améliorer la fluidité du trafic et de réduire les accidents. Le chef de l'État s'est dit heureux de voir réaliser ce projet qui a duré 24 mois. Coût du projet, plus de 8 milliards de francs CFA extraits. Oui, il y a à peu près 2 ans, très exactement le 22 septembre 2012, j'étais ici à cette même place, à Boisflé, à l'entrée du pont, dans cette belle région de la Maraoué, pour procéder au lancement des travaux de construction du nouveau pont, ainsi que des travaux de réhabilitation et du bitumage de la voirie de Boisflé. Comme vous le savez, le bitumage des voiries est terminé et a été réceptionné en mai dernier. J'avais promis de revenir pour l'inauguration de cet ouvrage. Et cet ouvrage permettra d'améliorer la fluidité du trafic et de réduire les accidents et les désagréments, comme l'indiquait tout à l'heure le ministre Patrick Hachi. Donc me voici aujourd'hui pour dire en unisson avec vous que quand c'est beau, c'est la Maraoué. Et moi, je suis heureux d'être là. Je suis heureux d'être ici. Cela fait 1 mois que le pays tout entier célébrait avec fierté et dans la ferveur populaire l'inauguration du 3e pont d'Abidjan, le pont Henri Konan Bédié, un ouvrage exceptionnel dénommé après un grand homme d'État. Ce pont incarne aux yeux de tous la renaissance de notre nation, unie et mobilisée pour atteindre l'émergence en 2020. Aujourd'hui, je suis à Boisflé avec autant d'émotions pour consacrer l'aboutissement d'un chantier tout aussi historique. Oui, vous l'avez dit, monsieur le maire, monsieur le représentant des cadres, que depuis plus de 30 ans, on attendait ici à Boisflé et dans la région ce pont. Et d'ailleurs, c'est dans tout l'ouest et le nord-est de notre pays que ce pont était attendu. Chacun peut donc aujourd'hui mesurer le chemin que nous avons parcouru depuis quelques années, depuis la fin de la crise post-électorale en 2011. Car ce pont, dont la pose de la première pierre a eu lieu en septembre 2012, a été achevé dans les délais en 2 ans. Et je suis heureux d'être ici aujourd'hui pour l'inauguration. C'est dans l'Alliance populaire que la population de Boisflé a accueilli le nouveau pont, population qui a traduit toute sa joie et sa reconnaissance au chef de l'État. C'est donc un pont construit sur la Maraoué, long de 124 mètres. Présentation avec Abou Sanogo. Fin de calvaire pour les usagers du pont de Boisflé. Le nouveau pont sera ouvert à la circulation le jeudi 15 janvier. Une initiative qui sonne comme un cadeau de nouvel an pour les bénéficiaires. Aujourd'hui, avec ce pont, eh bien, ce serait la destination qui va être choisie par tous les
personnes qui voudraient vraiment emprunter cette voie-là qui est devenue maintenant une belle voie et tous les véhicules passeront par ici. Notre ville sera connue et avec son économie qui va prendre vraiment une autre allure. L'ancien pont que vous voyez là, lorsque nous le traversons, il y en a même qui ferment les yeux, qui sont dans le camion. Ils ont peur. Il y avait la hantise de ce pont qui vient d'être fait. Je suis très comblé, la population est comblée. Ce pont va porter le développement. Le nouveau pont de Boisflé est un ouvrage à poutre en béton précontraint de 120 mètres de long. Il est composé de 4 travées de 31 mètres chacune et repose sur 5 appuis fondés sur des semelles superficielles, y compris les voies d'accès. Il comporte une largeur de 7,50 mètres et 2 trottoirs de 1,25 m chacun. Ce pont permettra d'accroître la fluidité du trafic routier entre Boisflé et les autres régions de la Côte d'Ivoire, de supprimer les files d'attente des véhicules au niveau de la traversée du fleuve Maraoué et d'améliorer la circulation des personnes et des biens. Un ouvrage qui va contribuer au désenclavement de la région de Boisflé. Ça va nous désenclaver. Boisflé est le gros producteur. Boisflé dessert la Côte d'Ivoire et même les pays voisins en vivrier. Si on a ce pont-là, nous sommes satisfaits. Quand je passe là-bas, je vois le pont, c'est que c'est le développement même de Boisflé. C'est le pont, on peut dire le CEDEAO. Puis si ça vient d'Ibéria, ça passe là. Ça vient Guinée, ça passe là. Ça vient Mans, ça passe là. Ça va désenclaver des quartiers, des villages. Nous, on préfère aujourd'hui que ce pont-là puisse s'appeler le pont de l'émergence. Parce que c'est le pont qui va faire aujourd'hui que Boisflé sera vraiment développé. En plus de ce joyau architectural, la ville de Boisflé a bénéficié de 6 km de voirie entièrement rénovée. L'ensemble de ces ouvrages a coûté environ 9 milliards de francs CFA. Les travaux ont duré 2 ans. Le pont de Boisflé est donc ouvert à la circulation depuis ce matin, juste un mois après l'inauguration du pont Henri Kouna-Bétier. Ce soir, nos équipes de reportage déployées sur place vous feront vivre ou revivre les temps forts de l'inauguration du pont de Boisflé. Et 24 heures avant l'inauguration de ce pont, le gouvernement était réuni à Yamoussoukro. C'est de là que le gouvernement a annoncé le recrutement de 300 personnes en situation de handicap à la fonction publique. Le chiffre initial de 94 personnes à recruter à la fonction publique va donc être porté à 300. La synthèse du Conseil des ministres avec Jérôme Kofi Aboulé. Deuxième conseil des ministres de l'année 2015, le premier tenu à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. À la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix ce mercredi, il est environ 11 heures quand le président de la République, Alassane Ouattara, déjà précédé des membres du gouvernement, fait son entrée dans la salle préparée pour cette réunion. Une réunion de plus de 2 heures d'horloge. Au menu, comme à l'accoutumée, des projets de loi ainsi que des projets de décret, sans compter des mesures individuelles et des divers. Au nombre des décisions prises donc à ce rendez-vous de Yamoussoukro, celles relatives au recrutement à la fonction publique de personnes atteintes de handicap. 300 postes prévus à cet effet, un chiffre revu à la hausse, le quota fixé auparavant n'atteignant pas la centaine. Une décision avait déjà été prise d'intégrer à la fonction publique 94 personnes souffrant de handicap. Le Conseil, sur instruction du chef de l'État, a porté ce nombre à 300. Donc 300 postes vont être ouverts à la fonction publique pour des personnes donc, en situation de handicap. Des mesures de portée sociale, elles visent à réduire les discriminations faites à certaines catégories de personnes. Le premier objectif qui est visé par ce texte, il est social. Il s'agit d'apporter du soutien, du support à des personnes qui sont déjà en faiblesse parce qu'elles présentent des handicaps. Jusqu'à maintenant, malheureusement, ces personnes-là étaient discriminées. Donc il s'agit de leur donner cette possibilité d'être vus différemment. Et donc dans chacun des recrutements, s'il y a des personnes qui sont en mesure de satisfaire aux exigences du poste et qu'elles sont handicapées, elles seront prioritaires. À en croire le porte-parole du gouvernement, ces mesures prennent effet immédiatement.
Juste avant le conseil, le président a visité l'hôpital Saint-Joseph Moscati, visite marquée par le démarrage officiel des activités de l'hôpital, bâti sur une superficie de 25 000 hectares, un joyau architectural qui, selon le président, est la réalisation d'un vœu qui était cher au président Félix Houphouët-Boigny. Viviane Aïmen pour plus de détails. Après 3 ans de travaux ininterrompus, la construction de l'hôpital catholique Saint-Joseph Moscati de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro est achevée. Le président de la République a effectué ce mercredi matin une visite des lieux. C'est le 6 septembre 1992 que la première pierre de cet édifice avait été posée par le président Houphouët-Boigny. Le président de la République Alassane Ouattara était alors son premier ministre. Après la disparition du président Houphouët-Boigny, il a fallu attendre 23 ans avant de voir enfin la réalisation concrète de cet important ouvrage d'intérêt commun. Un grand hôpital bâti sur 25 000 mètres carrés grâce au président de la République Alassane Ouattara, qui dès sa prise officielle de fonction en 2011 a inscrit au nombre de ses réalisations prioritaires la construction de l'hôpital catholique Saint-Joseph Moscati, une preuve supplémentaire de son attachement à la mémoire du président Houphouët-Boigny. En outre, la construction d'une aussi importante infrastructure sanitaire dans cette zone centre de la Côte d'Ivoire, zone carrefour, participe de la vision du président de la République Alassane Ouattara de promouvoir un développement pour le plus grand nombre. Sous la conduite de l'architecte Roger Mbeng et du président du conseil d'administration de la Fondation internationale Notre-Dame de la Paix, Monseigneur Paul Siméon Awanandro, archevêque de Bouaké, le président de la République a visité les différentes installations de l'hôpital. Bâti sur une surface de 25 000 mètres carrés, il comprend 17 services avec une capacité d'hospitalisation de 250 lits. Il comprend aussi un espace d'accueil pour les familles des malades et des logements pour les religieux de l'ordre de Saint-Camille, reconnus pour leurs compétences et leur dévotion et à qui le Vatican a confié la gestion et l'exploitation de l'hôpital. Se trouve aussi dans l'enceinte de l'hôpital une chapelle. À la fin de la visite, le président de la République a écrit dans le livre d'or, mais le président de la République ne pouvait se retirer sans déclarer de vive voix sa satisfaction. C'est un ouvrage de qualité, totalement intégré au domaine de la basilique comme l'avait voulu le président Félix Houphouët-Boigny. Et je rappelle que c'est le 6 septembre 1992 que j'étais aux côtés du président Félix Houphouët-Boigny pour la pose de la première pierre de cet hôpital. Donc disons un peu plus de 23 ans, nous avons pu réaliser son souhait de doter le domaine de la basilique, comme l'avait voulu aussi sa sainteté le pape Jean-Paul II, d'un hôpital moderne, dédié bien sûr aux populations de cette ville, de cette région, mais également aux populations de la sous-région. Vous connaissez l'attachement qu'avait le président Félix Houphouët-Boigny à l'intégration, et il était le père de la sous-région en réalité. Et cet hôpital est la réalisation d'un vœu qui lui était très cher, et moi je suis heureux d'être la personne qui se trouve là aujourd'hui pour démarrer cet hôpital. L'hôpital a pour le moment coûté 15 milliards de francs CFA. L'État a contribué pour un peu plus de la moitié et nous allons continuer car il reste à peu près 3 milliards d'équipements à acquérir, et je donne instruction au Premier ministre pour que nous puissions faire cela dans les meilleurs délais. Je voudrais aussi dire que je suis personnellement fier d'avoir ce bel ouvrage à Yamoussoukro. Yamoussoukro est notre capitale politique, mais c'est la terre natale du premier président. Un homme de paix, un homme de générosité. Et cet hôpital permettra à de nombreuses populations, vous savez, c'est un hôpital de 250 lits, d'avoir accès à des soins dans des conditions équivalentes à tout hôpital moderne partout dans le monde. Et ceci m'amène à dire que nous avons bien fait de penser à démarrer la couverture médicale universelle
dès cette année, parce que tous ces hôpitaux que nous inaugurons maintenant, que ce soit l'hôpital d'Agamé, bientôt l'hôpital d'Angré, ici l'hôpital Moscati, tout cela permettra la prise en charge de toutes les personnes qui auront donc accès à la couverture maladie universelle. Donc c'est un acte très fort que le président Houphouët nous laisse et je voudrais donc réitérer ce que nous avons écrit, que nous souhaitons que tout le monde en fasse un très bon usage. Je voudrais saluer la présence des pères camiliens qui sont là et qui ont accepté avec tout le personnel médical détaché par l'État de Côte d'Ivoire, qui accepte également de venir se mettre au service de ce bel ouvrage, de cette belle œuvre. Une satisfaction qui s'est traduite aussi par des dons en espèces du président de la République aux responsables et au personnel de l'hôpital. L'hôpital catholique Saint-Joseph Moscati attend à présent son inauguration. Regardez autour de vous, les sachets plastiques sont encore là, visibles partout. Et pourtant, ces sachets sont interdits en Côte d'Ivoire, mais malheureusement, la mesure interdisant la production, la commercialisation et l'utilisation de ces sachets n'est pas respectée. Le directeur du CIAPOL, le Centre ivoirien anti-pollution, monte au créneau. Emma Niamien. 3 mois après l'entrée en vigueur du décret portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention et de l'utilisation des sachets plastiques en Côte d'Ivoire, le constat est clair. La mesure n'est pas totalement respectée. Certains industriels continuent de produire les sachets plastiques. Conséquence, les sachets plastiques sont toujours utilisés par les populations. Cette rencontre entre le directeur du CIAPOL et les opérateurs du secteur des sachets plastiques vise à clarifier certaines choses. Nous sommes sur le terrain. Nous rencontrons des difficultés, des réticences. On voit des gens qui produisent alors que c'est interdit. Donc, cette rencontre est bienvenue pour qu'on leur explique ce que nous devons. Les opérateurs plaident pour un délai supplémentaire. Ils indiquent aussi que les sachets plastiques produits actuellement sont les emballages primaires et les autres destinés à l'exportation. On est venu ce matin pour lui demander de faire asseoir un peu la brigade qu'il a mis en place pour les contrôles. Puisqu'aujourd'hui, depuis 2 mois, 3 mois, certaines sociétés, dont moi, la mienne aussi, on a fait une dérogation pour la fabrication et la production de l'emballage plastique. Toujours rien, on n'a aucune suite. Le directeur du CIAPOL est formel. Toute production de sachets plastiques, même primaire, doit se faire avec l'accord du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Celui qui veut produire des sachets, il adresse une demande d'autorisation au ministère. Ce sont des sachets destinés à l'exportation ou des sachets d'emballage primaire. Nous pensons que ça c'est autorisé. Mais comme je dis, déjà l'exportation, nous on veut avoir la traçabilité de ces sachets produits. Le directeur général du CIAPOL souligne que les contrôles se poursuivront et toute personne qui sera prise en flagrant délit de production de sachets plastiques subira la rigueur de la loi et verra son entreprise fermée. Le BNET dresse son bilan. Le Bureau national d'études techniques et de développement a réalisé 20 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires sur les 21 milliards attendus. Pour 2015, le BNET entend réaliser 23 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires, nous dit Ali Diarasoua. Au BNET, Bureau national d'études techniques et de développement, l'heure est au bilan. Bilan qui fait état de 20 milliards de chiffres d'affaires réalisés sur les 21 milliards de francs CFA attendus. Selon les premiers responsables, ce satisfecit est le fruit des nombreux projets structurants réalisés par l'État ivoirien, premier client du BNET en 2014. Au plan technique, notre activité a connu un accroissement. Le BNET est dans la plupart des grands projets qui se réalisent en Côte d'Ivoire. Je veux parler de l'autoroute Abidjan-Bassam, je veux parler de l'hôpital Joseph Moscati et j'en passe. Et le clou, c'est évidemment la livraison du pont Henri Konan Bédié et de l'échangeur sur le Valéry Giscard d'Estaing. Donc le BNET a eu une activité débordante en 2014. Notre choix délibéré que nous avons fait, c'est d'accompagner le BNET dans ce qu'il sait faire déjà, mais de le tirer un peu plus haut dans ce qu'il n'ose pas faire pour qu'il soit justement la structure de référence. À cela s'ajoute
l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel. Avec les nombreux projets infrastructurels annoncés par le chef de l'État, le Benet aborde à l'année 2015 sous de bons auspices. L'entreprise table sur un chiffre d'affaires d'environ 23 milliards de francs CFA. 75% de ce montant sera réalisé par l'État et les 25% restants par ses représentations à l'étranger. Rappelons que le Benet prête son expertise dans plusieurs pays africains comme le Bénin, la Guinée équatoriale et le Gabon. Cela en matière de conception, d'études et de contrôle dans divers domaines d'activité, notamment le bâtiment, les transports et les travaux publics. Les composantes de la biodiversité utilisées par l'homme à des fins agricoles ou industrielles. En clair, il s'agit plus précisément de plantes. Les décideurs et acteurs impliqués dans la gestion de ces ressources se sont réunis à Abidjan au cours d'un atelier. On fait le point avec Sephora Zegui et Sidonie Davila. La sécurité numérique dans le secteur des TIC, technologie de l'information et de la communication en Côte d'Ivoire, est l'un des défis à relever pour le gouvernement ivoirien. Une filiale néerlandaise spécialisée dans le domaine des TIC, plus particulièrement la conception et la fabrication de logiciels de sécurité numérique, veut jouer un rôle prépondérant dans cette mission assignée au ministère des TIC. Nous pensons que la Côte d'Ivoire possède un potentiel de déploiement et de développement très intéressant. Nous comptons développer nos activités avec des ingénieurs ivoiriens pour transformer nos technologies que nous développons dans d'autres pays, les adapter à l'Afrique, les adapter à la Côte d'Ivoire dans un contexte ivoirien. Avec cette implantation, la Côte d'Ivoire sera un pôle d'expertise en sécurité numérique. Bruno Nabane Kone, ministre de la Poste et des TIC, apprécie à juste titre l'arrivée de cette filiale en Côte d'Ivoire. Notre secteur a besoin de dynamisme, notre secteur a besoin d'interactivité entre tous les acteurs. Donc avoir sur le sol ivoirien des acteurs dans l'équipement, des acteurs dans la sécurité numérique, dans la production de logiciels, dans la formation, etc., nous ravit parce que c'est de cela que nous avons besoin. En plus de la sécurité numérique, cette firme néerlandaise opère entre autres dans le domaine de la téléphonie, du transport, des banques et des services publics. Outre la Côte d'Ivoire, elle est implantée dans plusieurs pays africains, notamment le Ghana, le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Burkina Faso. C'était plutôt la rencontre des opérateurs néerlandais qui veulent investir dans le domaine des TIC en Côte d'Ivoire. Les orphelins et enfants vulnérables de la filière du café-cacao de la région du Lot-du-Bois ont reçu récemment des dons. C'est une initiative de l'association des femmes de la filière café-cacao. Environ 2000 enfants vulnérables ont été recensés dans la région. Thérèse Tapeyoboui. Ces dons sont composés de vivres et de non-vivres. La cérémonie de remise du don s'est déroulée dans les locaux de la délégation régionale du Conseil du café et du cacao en présence du maire de Divo. Il s'agit de la 7e édition de l'opération de soutien du Conseil du café-cacao aux orphelins de la filière. Ce sont environ 2000 enfants qui ont été recensés par l'association initiatrice du don. Sous la houlette de la présidente de l'association, Agathe Doya Doti, ces enfants vulnérables sont encadrés et pris en charge. 300 d'entre eux sont aujourd'hui scolarisés dans les différentes écoles primaires et secondaires de la région. Au nom de Touré Massangelitse, directrice générale du Conseil du café et du cacao, le responsable de la délégation régionale de Divo, Daouda Ndiaye, a expliqué que le Conseil et sa première responsable restent attachés au volet social de leur activité. C'est pourquoi ils resteront toujours, a-t-il dit, aux côtés des veuves et orphelins de la filière. Daouda Ndiaye a encouragé l'équipe de Agathe Doti à poursuivre son œuvre car elle est d'une grande portée sociale et cadre avec la vision du Conseil. Le maire de Divo, Amédée Kouakou, a exprimé sa gratitude à l'association donatrice. Il a promis de se pencher sur le cas de ces enfants orphelins afin que la municipalité soit elle aussi un soutien à l'organisation des femmes productrices du café et du cacao. La région du Lot-du-Bois compte 350 coopératives, dont 150 fonctionnaires. Deuxième édition de la journée de l'excellence dans la sous-préfecture de Bako, à plus de 40 km d'Odjené. Cette journée dédiée aux meilleurs élèves était l'occasion pour les organisateurs d'inviter tous les élèves à travailler davantage. Honorine Ngori.
Cette journée d'excellence initiée par l'association des femmes de la sous-préfecture de Bako s'est déroulée dans le village de Sokorodougou, dans le département d'Odiéné. Cette association œuvre dans le domaine de la santé, de l'éducation et des activités génératrices de revenus. À la faveur de cette journée d'excellence, le parrain, le député de Bako, Issouf Traoré, a distribué des bourses d'études d'une valeur de 3 100 000 francs CFA aux enfants. Il a également offert 250 tenues scolaires aux élèves les plus méritants des 3 cantons Sienko, Benengala et Bambala. Le secrétaire général de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, Bernard Ziriga, a apporté son soutien aux femmes de Bako dans leur initiative. Représentant le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, il a fait don de 300 kits scolaires aux élèves des classes de CEP1 au CM2. Le parrain Issouf Koné a saisi l'occasion pour dire sa fierté de participer à cette activité éducative qui a le mérite de contribuer à l'amélioration du taux de scolarisation estimé à 40% dans la sous-préfecture de Bako. Il a invité les cadres de cette localité à l'union pour une meilleure réalisation des projets de développement. La présidente des femmes de Bako, Nabintou Koné, s'est réjouie de la mobilisation de la population à cette journée d'excellence. Elles ont occupé illégalement et pendant longtemps un site appartenant à la police. Ces personnes vivent souvent sur place avec toute leur famille. Maisons inachevées, terrain bref, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur à Abidjan. La police a fait une descente sur les lieux, elle a fait le constat. Elle donne 48 heures aux occupants illégaux pour libérer le site. Koné Pagasoro était là, son compte rendu. Propriété privée, fonds de prévoyance de la police nationale. Interdit de jeter les ordures ici, sous peine d'amende 30 000 francs. Nota bene, police. Des messages qui montrent bien que ce site appartient à la police nationale. Pourtant, il est illégalement occupé par des individus. Informé, le directeur général du fonds de prévoyance de la police nationale, FPPN, et ses collaborateurs décident de visiter le site. La visite ne sera pas vaine, contre toute attente. Le directeur général du FPPN a pu constater mécaniciens, boutiquiers, restauratrices, gérants de kiosques mener leurs activités en toute quiétude. Mais pire, certains plus courageux occupent les logements en construction sur le site. Je me suis retrouvée par le biais d'un jeune qui s'appelait Koné. Il nous a pris, je crois, 5 000 ou 6 000. Il nous a dit bon, de rentrer dans la maison. Des occupants reconnaissent avoir été avertis. Cependant, ils demandent un délai pour quitter les lieux. On n'a pas refusé de quitter. Voilà, on va quitter. On n'a qu'à avoir pitié de nous. Voilà, si c'est une semaine, 2 semaines comme ça. Voilà, là on peut dégager un peu. Le directeur général du fonds de prévoyance de la police nationale est formel. C'est des squatteurs qui savent que le jour où le propriétaire viendra prendre son terrain, il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai, nous sommes venus juste leur rappeler qu'il n'y a pas de délai. Jacques Kadiané, directeur du FPPN, exhorte les populations à mettre fin aux occupations illégales des sites appartenant à la police nationale sur l'ensemble du territoire. Une autre visite est prévue par les responsables du fonds de prévoyance de la police nationale ce vendredi pour s'assurer de l'effectivité du déguerpissement. En politique, la jeunesse unie et solidaire, tous pour ados, veut proposer les jours à venir l'amendement de certains alinéas de l'article 35 de la Constitution ivoirienne. L'amendement sera proposé par son président également député Ben Touré et Hamza Djabi pour plus de détails. S'il y a un article de la Constitution ivoirienne qui a agité toute la classe politique, c'est bien l'article 35. Cet article, la jeunesse unie et solidaire, tous pour ados, par la voix de son président, un élu du peuple, veut le renvoyer sur la table des députés pour amendement. Un article qu'elle juge confligène, notamment ses alinéas 3, 4 et 5. Tout ce qui est rétrograde, tous les artifices mis autour et qui nous conduisent à des crises, à chaque fois qu'il y a des directions, soit retirés. En plus de ce texte, un autre portant sur la suppléance des députés sera lui aussi introduit à l'Assemblée nationale pour les mêmes causes. Cette conférence de presse donne le temps des activités de Juste Ado pour l'année 2015. Des activités entièrement dédiées à la réélection du chef de l'État. Un pagne et une chanson ont même été confectionnés pour porter le message du vivre ensemble d'Alassane Ouattara. Rappelons l'information capitale du jour. Le pont de Boisflé est ouvert à la circulation
pont inauguré ce matin par le président Alassane Ouattara. C'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.